Bonjour mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de Radio Liberté Kisangani, téléspectatrices, téléspectateurs de CTV. Vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point important, le changement climatique. Le changement climatique est en train de ravager la planète. Nous vivons des inondations par-ci, par-là. C'est la toute première fois depuis plus de 50 ou 60 ans que la ville de Kinshasa, par exemple, connaisse une inondation à l'ampleur que nous sommes en train de vivre. Ici à Kisangani, il y a eu de montées, de redescentes et de remontées de niveau d'eau, de choses que la ville n'avait jamais connues. Tout cela, ce sont les conséquences du changement climatique. Et puis, de ces changements climatiques, il y a eu la conférence de pays sur le changement climatique, la COP 28, qui s'est déroulée l'année passée, juste vers la fin de l'année, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où plus de 200 pays se sont réunis pour parler du changement climatique et ont adopté un certain nombre de mesures que nous allons devoir échanger avec le directeur provincial de l'environnement. Là, je le laisse se présenter lui-même. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Les auditrices, auditeurs et puis téléspectatrices et téléspectateurs de CTV voudraient connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quel est le rôle de l'entité que vous êtes en train de gérer dans la ville de Kisangani et la province de la Tchopo. Voilà, moi je suis monsieur Guy Mondele Aloula. Je suis directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement pour la province de la Tchopo et celle d'Ibazouélé. Au fait, là, c'est l'Agence congolaise de l'environnement s'occupe de l'évaluation des études environnementales et sociales. Donc notre rôle principal, c'est la prévention, tout simplement. Voilà. Ça tombe bien parce que nous devons parler de la prévention. Et la prévention, c'est vous qui en êtes, pour ne pas me répéter et dire que vous en êtes le directeur, c'est vous qui êtes à la commande de la prévention dans la province. Monsieur le directeur, nous parlons de la COP 28. Vous, en tant qu'environnementaliste, qu'est-ce que vous pouvez dire des résolutions de la COP 28 qui a eu lieu à la fin de l'année passée? Voilà, au-delà du fait que je n'ai pas participé, mais les informations qui nous ont été parvenues, parmi les éléments que moi je dispose par rapport à la résolution, l'élément phare, c'est la résolution qui a été prise pour les fonds qu'on devait mettre à la disposition. Disons que les pays pollueurs devaient mettre à la disposition donc les pays du tiers-monde pour équilibrer les choses. Mais bon, au fait, moi-même, sincèrement, je me dis qu'à chaque fois que la conférence se tient, comme ça a été à l'Égypte l'année passée, c'est la même chose qui s'est dit. C'est toujours les intentions, c'est toujours la volonté, mais nous attendons toujours les concrets. Ces fonds-là, nous en avons besoin. C'est ces fonds-là dont je voudrais assez qu'on parle de ça aujourd'hui. Directement avant les déroulements de grands travaux par rapport à la COP 28, on parle de 100 milliards, s'il vous plaît, de 100 milliards de dollars par année que certains pays vont décaisser, entre autres la Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Il faut se le dire que la conférence s'est tenue même aux Émirats arabes unis qui sont parmi les pays les plus pollueurs à cause des énergies fossiles, le pétrole qu'ils utilisent. On parle d'une somme quand même exorbitante. Qu'est-ce que nous, pays africains, devons attendre de ces fonds? Et vous qui êtes chargé de la prévention, qu'est-ce que vous attendez de fonds qui doivent être alloués? Nous attendons à ce que ces fonds soient mis à la disposition des États. Des États, pourquoi? Ce sont les États qui mettent en place leur politique en matière de la gestion de l'environnement. Ce sont les États qui ont des structures pour pouvoir les accompagner dans cette politique-là. Et si ces fonds sont mis directement à la disposition des États, les États peuvent s'organiser pour pouvoir réunir toutes les conditions afin que les États soient en mesure de pouvoir compenser, pouvoir financer les efforts de la compensation. C'est ce que nous voulons. Mais contrairement à ce que nous attendons, où les pays donataires, bon, évidemment, on ne voudrait pas appliquer les termes donnés, les pays qui vont mettre à la disposition ces fonds-là veulent à tout prix que ça soit géré par leur structure. Nous pensons que ce n'est pas juste, d'autant plus que quand ils polluent, ils le font indépendamment. Donc les autres n'interfèrent pas.
Les pays africains ne sont même pas en mesure de dire aux pays pollueurs que voilà, il faut réduire votre pollution, il faut réduire la production des énergies fossiles, il faut réduire ceci parce qu'économiquement, ces États développés vivent de ça. Mais nous aussi, comme nous sommes parmi les États qui jouent le rôle pratiquement de l'équilibre de la compensation, il faudrait que les fonds qui sera généré soient mis à notre disposition pour que nous puissions nous organiser, nous, États, avec la politique que nous mettons en place, avec des structures que nous avons, et aussi avec la société civile. Je pense qu'à ce niveau-là, si les choses se font de cette manière-là, nous pouvons espérer que on a vraiment frôlé l'équité. Mais si ce n'est pas le cas, et nous pensons, nous aurons toujours l'impression comme si les pays pollueurs sont en train de continuer à nous distraire, ils vont continuer à pouvoir imposer leurs dictats, et ce qui n'est pas bon pour l'équilibre planétaire. Voilà. Oui, mais par rapport à ces fonds, monsieur le directeur, il y a eu une évidence. Vous savez que plusieurs fonds ont été alloués à certains gouvernements dans le passé, et puis ces gouvernements-là en ont abusé par faute, par exemple, de bonne gestion, et c'est peut-être ce qui exprime l'inquiétude de ces États qui allouent quand même le fonds. Est-ce que cette fois-ci, vous avez la certitude que nos États africains, nos gouvernements africains peuvent bien gérer ces fonds si on les met à leur disposition? Non, vous savez par exemple que moi je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation-là, parce que nous avons connu un exemple ici avec les fonds qui a été mis à la disposition de l'État congolais par CAFI, et les fonds qui a été gérés par FONARED. Vous savez, nous avions connu un projet ici, le programme RED plus oriental. Je crois que ça va se terminer l'année prochaine ou cette année, hein, parce que ça devait faire 5 ans. Les bailleurs des fonds ont mis en place une structure de la gestion de ces fonds-là, FONARED. Et comme vous le savez, les fonds est dilapidé par des missions, par des formations, par des renforcements des capacités, par des choses qui n'ont rien à voir avec les activités réelles qui doivent se passer sur le terrain. Aujourd'hui, les projets RED plus oriental, qui avaient comme objectif de pouvoir amener les ménages à dépendre d'autres activités au lieu de faire la pression vers la forêt, mais vous constaterez avec moi que le fait que ça a échoué, par le fait que les organismes d'exécution, par exemple les PNUD qui étaient chargés d'exécuter, n'a pas été à la mesure d'exécuter, parce que compte tenu des suspicions, à ce qui concerne les services de l'État, il exigeait assez que les entités puissent préfinancer et lui puisse venir rembourser. Et vous savez que dans nos entités ici, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire face à ce genre d'activités. Et très souvent, plusieurs phases d'exécution de ces projets n'ont pas été réalisées à cause de ça. Et les organismes là, très souvent, si les fonds n'est pas consommés, ils récupèrent. Vous voyez qu'on est dans un cercle vicieux. Moi, je souhaiterais vraiment que cette fois-ci, que ces fonds soient mis à la disposition de l'État, du gouvernement central, parce que le gouvernement central a une politique en matière de gestion de l'environnement. Il sait comment il va disposer ces fonds en faveur de sa population pour mener des activités qui vont faire en sorte que l'équilibre soit là, qui vont diminuer la pression sur la forêt parce qu'ils ont besoin réellement de notre forêt. Alors que nous dépendons de ces forêts-là. Vous savez, aujourd'hui, la situation que nous connaissons avec les inondations, avec les changements climatiques, on est victime de ça. Ce n'est pas nous qui avions créé ça. C'est créé par les pays pollueurs, par les pays industrialisés. Mais nous, on est victime aujourd'hui. Et au-delà de ça, toutes les mesures, au-delà de ça, donc tout est laissé à la charge des gouvernements, des États pour pouvoir faire face à ces différentes catastrophes. Mais nous voulons à ce que dans le cadre de la prévention, que les fonds soient mis à la disposition du gouvernement. Par exemple, la structure comme l'ACE qui s'occupe de la prévention. Et ces fonds doivent financer les études de faisabilité, doivent financer les études pour pouvoir avoir une idée par rapport à nos différents lits de nos rivières, de nos cours d'eau, pour que l'on puisse prévenir les cas des inondations et ainsi de suite. Voilà. Il y a aussi la population qui est la première victime d'ailleurs de ces affres de changement climatique. Est-ce que vous préconisez que dans les cadres de la prévention, qu'on puisse aussi associer les sociétés civiles? Ça veut dire qu'il y ait des ONG
qui puissent s'organiser de manière à bénéficier également de ces fonds pour associer directement la population à la gestion ou à l'utilisation de ces fonds? Oui, je crois que la société civile doit jouer un rôle. Mais moi, je ne souhaiterais pas que la société civile, les fonds qui doivent être mis à la disposition de la société civile proviennent directement de nos partenaires. Non, il faudrait que ces fonds puissent d'abord être versés à l'État, que l'État puisse parallèlement, et la société civile et des structures locales de l'État puissent travailler dans la synergie afin d'atteindre la population cible. Vous avez par exemple les programmes de sensibilisation de la population. Ce n'est pas seulement la société civile qui doit le faire. Hein. Vous savez que dans nos systèmes ici, quand une ONG arrive dans un contrée où elle doit par exemple vulgariser une activité ou un projet, à la fin de chaque rencontre, la population est habituée à solliciter quelque chose. Alors que les acteurs étatiques sont en mesure de pouvoir inculquer une bonne mentalité à la population, expliquer à la population au-delà des bienfaits de l'activité, mais il y a aussi la contrefaction qu'on doit aussi mettre en exergue pour dire, voilà, si vous faites ça, c'est punissable par l'État, vous pouvez être inquiété, ainsi de suite. Donc, et là, ça pourra permettre à ce que la population soit très bien sensibilisée, très bien éduquée par rapport à ses limites, à ce qui concerne la pression dans la forêt ou d'autres activités qui peuvent susciter les dérèglements climatiques. Monsieur le directeur, à la COP 28, au lieu de parler carrément de l'éradication des énergies fossiles, on parle de transition vers les énergies renouvelables. Ce terme est la transition. Ça vous inspire quoi, votre avis par rapport à cela? Non, mais c'est-à-dire que les milieux économiques ne veulent pas lâcher les profits. Vous savez par exemple que l'exploitation des énergies fossiles procure beaucoup de ressources aux États qui polluent aujourd'hui l'atmosphère et qu'abandonner ça, ce n'est pas possible. Ils sont en train d'étudier les mécanismes pour pouvoir abandonner et moi je ne suis pas convaincu qu'on va abandonner un jour les énergies fossiles. Elles sont tellement productives à ce qui concerne des ressources financières que je ne vois pas les pays pollués, les pays développés abandonner ça. Vous savez par exemple que c'est vrai qu'on a instauré ces systèmes de véhicules électriques, tout ça. Ça commence à venir petit à petit aussi en Afrique. Mais en réalité, la performance et la puissance est limitée. Voilà. Donc, ils sont toujours en train d'accorder de l'importance aux véhicules qui sont dépendants des énergies fossiles, qui sont dépendants du carburant terrestre. Donc, pour polluer, vous savez, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas quand on va créer un avion qui pourra voler, qui peut voler sans consommation de kérosène. Même des drones qu'on a essayé d'inventer ici, mais la puissance est vraiment limitée. Et c'est comme ça qu'ils sont un peu prudents. Donc, ils ne veulent pas parler de la fin des énergies fossiles. Ils parlent de la transition sans déterminer la durée de cette transition. Cette transition peut aller autant d'années, mais c'est très dangereux pour pour l'avenir. C'est très dangereux pour la génération future. Si l'humanité doit continuer à demeurer dépendante des énergies fossiles, et l'humanité doit précipiter aussi sa chute. Voilà. Monsieur le directeur, la RDC a près de 60 à 70% de réserves mondiales de matières premières qui contribuent à l'énergie, aux énergies renouvelables. Entre autres le cobalt, le coltan, pour ne citer que ces deux métaux qui contribuent dans la fabrication de batteries et puis qui contribuent aussi dans la fabrication de téléphones que nous sommes en train d'utiliser. Est-ce que vous pensez en tant qu'environnementaliste que la RDC a un rôle à jouer même sur le plan de l'industrie des énergies renouvelables demain? Oui, la RDC a un grand rôle à jouer. La RDC doit faire un lobbying. Vous savez par exemple que nous avons des ressources, des réserves à ce qui concerne cette matière première qui est aujourd'hui sollicitée par les industries à ce qui concerne les énergies renouvelables. Mais la manière dont cette matière est exploitée, la RDC est pratiquement désarmée.
alors que la RDC devait elle-même participer à la chaîne de valeur. Pourquoi ne pas aujourd'hui délocaliser la fabrication, par exemple, des véhicules électriques au Congo, où nous trouvons des matières premières? Nous avons tout ici. Ils peuvent aujourd'hui implanter les usines ici. Nous, on fabrique ici. On exporte en Europe. Déjà, à ce niveau-là, ça permettra à ce que les pays africains puissent déjà abandonner ces énergies fossiles. Mais ces ressources-là, aujourd'hui, les États pollueurs ne veulent pas nous laisser libres gérer nos ressources. Ce sont eux qui ont qui détiennent des grands capitaux. Ce sont eux qui détiennent la main-d'œuvre. Ce sont eux qui fixent les prix. À cette allure-là, pratiquement, nous sommes désarmés, mais nous n'allons pas croiser les bras. On doit faire un effort pour jouer notre rôle. C'est-à-dire qu'un lobbying puissant doit être fait par la République démocratique du Congo pour imposer sa loi par rapport à l'accès à ces différentes matières qui sont nécessaires pour la transition écologique. Nous ne sommes pas le seul pays à détenir certains de métaux. Il y a le cuivre, par exemple, que nous avons, qui contribue dans la fabrication de câbles électriques. Il y a aussi la Zambie, qui est à côté de nous, qui a un potentiel en cuivre. Il y a l'Afrique du Sud également. Est-ce que vous pensez qu'une synergie africaine peut également contribuer à cela? Évidemment, ça c'est très important. Moi je pense que d'abord c'est le souhait, il faut qu'une synergie africaine puisse se mettre en place. Malheureusement, c'est comme je venais de le dire, la grande difficulté c'est que nous avons des ressources, nous n'avons pas de capitaux. Les capitaux sont détenus par les décideurs. Les décideurs au niveau international. Les capitaux sont détenus par les États pollueurs. Donc c'est ça notre difficulté. Mais au-delà de ça, la RDC peut aujourd'hui faire la grève de la faim pour dire voilà, je n'accepte plus à ce que mes matières premières puissent aller dans cette condition-là, même si nous pouvons manquer pendant cette période-ci des ressources financières pour faire face aux besoins de la République, nous l'acceptons. Mais à condition que nous puissions quand même avoir un mot par rapport à la gestion de cette matière-là. Moi, je pense que nous pouvons réussir si on est en synergie avec d'autres pays. Mais si la RDC refuse, vous avez la Zambie qui est là, qui est disposée à n'importe quelle condition, l'Afrique du Sud aussi. C'est comme ça que tant qu'il n'y a pas cette synergie-là, les États sont fragiles. Donc on ne sera pas en mesure de pouvoir défendre valablement nos intérêts parce que si vous osez, vous avez des difficultés parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans ressources financières. C'est comme ça qu'on des fois, nous allons avec des miettes parce qu'on ne peut pas mourir de faim. Donc c'est ça la situation. Mais le souhait est que les États comprennent qu'il est important que nous puissions défendre nos intérêts, que nous puissions aller en synergie, mais aussi, quand nous sommes trop dépendants des mines, quand nous sommes trop dépendants des activités, disons, minières pour faire fonctionner l'État, c'est ça les conséquences. Parce que l'arrêt signifie manque de ressources. Alors qu'aujourd'hui, la RDC a intérêt de pouvoir varier, réduire un peu sa dépendance des productions minières pour aller peut-être dans l'agriculture. Nous devons envisager aussi cette transition-là. L'agriculture aujourd'hui est en train de subir les affres du changement climatique. Vous qui êtes dans la prévention et puis plusieurs études pour pouvoir contrecarrer le réchauffement climatique, qu'est-ce que vous avez comme données? Qu'est-ce que l'agriculture a subi comme conséquence depuis que les effets de changement climatique sont visibles? Vous savez que les activités agricoles, contrairement à ce que les gens pensent que vous pouvez, comme on est au Congo, on peut jeter la graine, ça va pousser. Voilà. C'est vrai, on peut jeter la graine et puis ça va pousser. Mais pour faire l'agriculture à grande échelle, pour faire même l'agriculture, à ce qui concerne l'agriculture vivrière, il y a des études qui se font. Il y a des administrations agricoles qui font des études pour que chaque fois qu'on se lance dans une activité agricole, qu'il y ait un rendement et un bon rendement. Et c'est comme ça que vous constatez qu'il y a des semences améliorées, vous constatez qu'il y a, par exemple, la mécanisation, tout ça. Mais l'élément le plus important, c'est les calendriers agricoles.
Hein. L'agriculture ne se fait pas sans calendrier. Hein. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, ça perturbe même les calendriers agricoles. Hein. Vous avez par exemple qu'il a plu, depuis le mois de janvier, nous avons déjà 3 pluies. Hein. Donc 2 grandes pluies et une pluie légère. Mais ça perturbe le calendrier. Vous savez que pendant cette période, c'est ce qu'on appelle le sarclage, coupage des herbes, tout ça, des frichades, tout ça. Il faut que ça sèche, comme nous pratiquons très souvent l'agriculture sur brûlis. Il faut que ça sèche pour qu'on puisse brûler, machin. Mais avec la pluie, allez-y comprendre. Donc les changements climatiques, les changements climatiques influent sur les calendriers agricoles. Les produits tels que manioc, maïs, tout ça, a besoin d'une période pour l'arrosage d'une manière naturelle. Je ne suis pas ingénieur agronome, mais ils ont des termes techniques par rapport à ça, mais moi je parle comme un commun mortel. Donc, une période d'arrosage par la pluie, ainsi de suite. Mais si les gens sèment et qu'il n'y a pas de pluie, c'est-à-dire que c'est la catastrophe. Donc, c'est à ce niveau-là que les calendriers agricoles subissent des affres, des changements climatiques. Et là, l'Afrique continue à demeurer victime. Hein, les pays moins développés continuent à demeurer victimes parce que les pays développés, ils ont leur système agricole qui est basé sur la mécanisation, la production, l'utilisation des intrants, tout ça. Hein, donc, alors que nous appliquons l'agriculture d'une manière naturelle, nous dépendons plus des calendriers. Alors, les calendriers, si c'est perturbé, voilà, les conséquences sont là. Oh mon Dieu. Donc, le problème de changement climatique est sérieux. Donc, ne pensez pas que c'est peut-être réservé aux pays d'outre-mer ou aux pays éloignés. Nous sommes en train de vivre en direct, chaque jour, les affres de changement climatique. Il y a l'inondation, il y a la perturbation du calendrier agricole et les choses qui vont avec. Monsieur le directeur, nous tendons vers la fin. Si j'avais à vous demander, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme conseil? D'abord, à l'État congolais, par rapport à la prévention vis-à-vis du changement climatique, que nous sommes en train, dont les conséquences sont devenues très palpables, vous diriez quoi? D'abord à l'État congolais, et puis ensuite, si vous aviez un conseil à donner à la population congolaise et celle de Boyoma en particulier, que seraient ces conseils-là? Je demande à l'État congolais de ne pas baisser les bras, hein, de ne pas tourner la tête devant, de ne pas baisser la tête devant nos partenaires occidentaux et la Chine qui sont les pays pollueurs, de pouvoir continuer à maintenir la pression auprès de ces États-là pour qu'ils comprennent que si aujourd'hui, nous, l'Afrique, nous dépendons plus de nos forêts, et si aujourd'hui nous devons accepter de pouvoir cesser la pression sur la forêt et envisager d'autres activités, il faudrait que ces activités-là doivent être financées et compensées surtout par les pays pollueurs. C'est très important, mais aussi, la RDC étant un grand pays, de pouvoir prendre le leadership, de mettre en place un lobbying qui permettra à ce que nous puissions aussi rester exigeants par rapport à nos ressources naturelles. Pourquoi on ne peut pas venir, par exemple, comme je venais de le dire, mettre en place même l'usine de fabrication, même des batteries électriques ici, parce qu'on n'en a pas encore. Si on ne parle pas des voitures, même des batteries électriques, il faut qu'on ait ça ici. Donc, au-delà de ça, vous pouvez peut-être avoir demain l'usine de fabrication de véhicules électriques, des scooters électriques, machin. Même l'usine d'assemblage. Nous avons besoin de ça au Congo. Donc, l'État ne doit pas baisser les bras. L'État doit continuer à faire son lobbying au niveau des partenaires pour obtenir le gain de cause. L'État doit continuer à pouvoir encadrer les ONG, discuter avec eux, envisager des échanges surtout pour que les informations dont disposent des uns et des autres soient mises ensemble pour que ça puisse pouvoir renforcer et orienter l'action publique, l'action du gouvernement. Alors, à ce qui concerne la population, moi je demande seulement à la population de pouvoir penser que nous vivons aujourd'hui, mais il faut aussi penser à la génération future. Hein, nous devons nous abstenir de pouvoir
mener des activités qui font en sorte qu'aujourd'hui nous puissions perdre l'espace forestier. Quand nous mettons la pression sur la forêt, nous sommes en train de rendre un très mauvais service à la génération future, mais aussi nous nous mettons en difficulté nous-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez, vous faites route et tour, vous arrivez dans un village, pour aller au champ, les gens font aujourd'hui 3-4 heures de démarche. Ils arrivent là-bas déjà fatigués. Tout simplement parce que la partie fertile des champs est déjà ravagée. Il y a ce que nous appelons la production de la braise, il y a la production de boîtes de chauffage, il y a les activités champêtres elles-mêmes. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la population, nous-mêmes, nous nous mettons en difficulté. Donc, si nous pouvons aussi penser, évidemment, aux activités moins dépendantes de la forêt, ça serait une bonne chose. Mais aussi, je reviens encore à l'État. Il faut que l'État multiplie les activités de reboisement. Les taxes qui sont récoltées doivent servir réellement au reboisement. Parce que s'il n'y a pas de reboisement, la forêt que nous avons aujourd'hui, qui a planté ça? C'est le jardin d'Éden. Nous, les chrétiens, nous croyons que c'est au commencement de la terre. Alors, mais nous sommes en train de ravager ça. Au-delà du fait que cette forêt contribue à l'équilibre. Mais pour la génération future, nous devons aussi penser à ça. Nous, au niveau de l'Agence congolaise de l'environnement, nous, on est disposés à pouvoir continuer à exiger à ce que toute activité qui a un impact sur l'environnement puisse réaliser les études d'impact environnemental et social. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de difficultés par rapport au fait que les gens n'ont pas encore perçu réellement notre émission. Les gens nous confondent un peu au service d'assiette. En réalité, nous, on n'est pas un service d'assiette, nous, on est un service technique. Aujourd'hui, nous réitérons encore notre remerciement à Mme Eve Bazaïba, qui est ministre en charge de l'environnement, d'avoir fait un lobbying pour obtenir, pour que l'ACE obtienne aujourd'hui l'intégration des activités immobilières comme activités assujetties aux études d'impact environnemental et social. Parce que ce sont des activités qui génèrent beaucoup d'impact. Hein, donc les gens qui construisent des maisons doivent réaliser des études d'impact environnemental et social. Voilà, donc c'est ça au fait mon petit mot de la fin. Voilà. La fin de la fin va venir. La dernière question, c'est de vous poser la question. Vous savez qu'à la COP28, on a pris la résolution qu'en 2100, la planète puisse réduire le niveau de température à au moins 1,5 degrés Celsius. On parle ici par rapport à l'année 2009. Et cela doit commencer déjà à horizon 2030 pour qu'on entre sérieusement dans les énergies fossiles. Je voulais vous poser aussi la question en tant que patron de la prévention environnementale dans la province. Est-ce que vous croyez à l'atteinte de cet objectif-là que la COP28 s'est fixé? Ça veut dire, à horizon 2100, avoir une planète qui réponde à des conditions favorables de température pour que l'humanité puisse vivre comme il faut. Un peu perplexe par le fait que la réduction, les États sont tellement dépendants économiquement des activités d'énergie fossile qu'il est vraiment difficile d'atteindre ces objectifs-là. Mais s'il y a un maximum de volonté, mais aussi les États compensateurs tels que l'Afrique, si l'Afrique fait la bourde, je pense qu'on pourra atteindre ça. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera compliqué. Nous croyons à ça, parce que si vous ne croyez pas à ça, vous ne pouvez pas fournir des efforts. Nous croyons à ça, nous demandons aussi aux États de pouvoir, surtout les États africains, de pouvoir maintenir la pression auprès des pays pollueurs pour qu'ils comprennent que, comment je dis, déclarer, afficher une certaine volonté, souhaiter, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on passe à l'action. Si on ne passe pas à l'action, c'est compliqué. L'entretien, c'était avec M. Guy Mundele, qui est directeur de l'ACE dans la province de la Chopo. Nous avons parlé
de changement climatique et surtout de la COP28 qui prévoit certaines mesures à prendre et certaines décisions, surtout les fonds alloués aux pertes et préjudices sur la planète. Je vous dis, continuez toujours à nous suivre. Nous sommes sur notre page YouTube et Facebook. Les informations, vous les trouverez. Surtout, likez, aimez et partagez les contenus des émissions et nous serons toujours à votre service pour pouvoir vous servir. Au revoir.